Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue de ce samedi 5 mars 2022. Immaculate Fogwe, good evening. Good evening to you, Nadine Yambo. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you for joining us on this edition of the 8 p.m. Balingua newscast on Equinox Television. And on to our lone headline, occupants of a building in the Kamiabarsi neighborhood of the Douala 2 subdivision are now stranded after the building was reduced to ashes. Goods worth millions of francs CFA were equally burnt down by the said inferno. À la une de ce journal, dégradation de la situation humanitaire en Ukraine. Plus d'1,5 million de personnes ont fui les combats pour trouver refuge dans des pays voisins. À suivre dans ce journal, la mobilisation humanitaire et l'ambiance à la frontière de la Pologne, notamment avec les images exclusives de notre envoyé spécial sur la ligne de front en ouverture de ce journal. Le danger est permanent dans les quartiers Makepe, Misoke, Bepanda et ses environs. Les risques d'une catastrophe naturelle mettent les populations sur le qui-vive. Les travaux de remblage sur un lac artificiel au parc Vita sont au cœur d'un litige. Le maire de la ville annonce des sanctions contre les initiateurs de ce projet. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci pour votre fidélité sur Equinox Télévision. L'actualité hors de nos frontières en ouverture de ce journal. La crise humanitaire qui se dessine en Ukraine est plus que préoccupante selon l'OIM. Plus d'1,5 million de personnes ont fui les combats pour trouver refuge dans des pays voisins. La mobilisation humanitaire s'active autour des personnes déplacées et même des réfugiés. À suivre dans l'élément qui va suivre l'ambiance au niveau de la frontière avec la Pologne, avec notre envoyé spécial, Landry Tchatchoua. Quelques jours après le déclenchement de la guerre en Ukraine, Equinox Télévision franchit pour la première fois le checkpoint pour arriver à la frontière. Nous sommes à Medica, village polonais frontalier avec l'Ukraine. C'est ici que plusieurs milliers de réfugiés continuent de traverser, fuyant la guerre. Ce soir, ils sont des centaines d'Ukrainiens alignés en file indien qui attendent sous ce froid de moins 3 degrés afin d'être enregistrés au checkpoint. Condition absolue pour emprunter le bus qui les conduira à la prochaine destination. Nous n'apercevons aucun compatriote, même pas un Africain. Certaines langues disent que la plupart ont traversé la frontière les 3 premiers jours de combat. La gare de Chimenchi est la prochaine destination des réfugiés transportés de Medica. C'est ici le tout premier point de départ par train vers d'autres villes de la Pologne et de l'Europe. Au 8e soir de guerre, la gare est toujours bondée des réfugiés et aussi des volontaires polonais sans distinction d'âge et de genre qui ont mis tous les dispositifs à tous les niveaux afin que personne ne manque de rien, mais alors de rien. Si oui, juste un petit espace pour se reposer. L'intérieur de la gare est bondé d'hommes armés en civil qui scrutent avec précision les faits et gestes de tout le monde. Un dispositif militaire et policier entoure toute la gare. Cette ville est la porte d'entrée de l'Union européenne. Toutes les forces vives sont en état d'alerte maximale car on ne sait jamais ni le jour ni l'heure avec le puissant voisin de l'Europe de l'Est. Mon guide et moi sommes abordés par 2 volontaires allemands qui accompagnent tout particulièrement les Africains autrefois victimes d'actes de racisme. C'est alors que ces 2 Germanos découvrent que nous sommes une télévision africaine en ligne de front pour le reportage et mon accompagnateur, un volontaire africain résidant en Pologne qui est à fond dans le soutien. Surpris par son implication, Armel Sandjon, qui nous sert de guide sur le terrain, est courtisé par plusieurs médias internationaux afin de donner ses motivations. Il est 1h du matin, il n'y a plus de train pour ramener d'autres réfugiés ukrainiens vers Cracovie, qui est le point de départ vers d'autres villes de la Pologne et de l'Europe. Quelques volontaires décident alors de mettre les véhicules à contribution pour ramener quelques familles à Cracovie. Nous demandons aussi d'être ramenés si les places sont disponibles. La demande est favorable et nous prenons le chemin avec un convoi de 3 véhicules pour 257 km à parcourir.
Après 3 heures de route, nous arrivons à destination. Nous sommes ici à la gare de Cracovie. Comme vous pouvez bien le constater, il y a de nombreuses familles qui sont arrivées ici même au petit matin. Et comme vous pouvez aussi le constater, dans cette gare, il y a tout un dispositif qui est pris par les autorités pour accorder à ces nombreuses familles accompagnées de femmes et d'enfants de prendre le petit déjeuner nécessaire. Justement, c'est la raison pour laquelle vous voyez des personnes alignées à ce coin. C'est tout simplement pour aller prendre ce dont ils ont besoin ce matin pour le petit déjeuner, pour se revigorer, pour avoir un peu plus d'énergie. So we are in the train station in Krakow. The city of Krakow, the government made here the point for Ukraine, to help Ukraine. So we're trying to find the place for sleep to every person who coming to us. It's not depends. This is a person from Ukraine, have a passport from Pakistan, Uzbekistan, different country. Our government trying to find the place for everyone who are coming here. We offer hot food, we offer coffee, tea, water, sweets for children, the place to stay on the train station if people need it, medical care. To help refugees and guiding them how to, arrange some basic stuff like accommodation, transportation. We help them with navigating around this area, and also we're trying to provide basic stuff for blankets, food, coffee, tea, beverages, and so on. De nombreux autres volontaires sont présents ici à la gare de Cracovie. Alors qu'il est 4 heures passées de quelques minutes, ces jeunes volontaires du scoutisme reçoivent des consignes de la part de leur encadreur afin d'être plus opérationnels. C'est donc ici à cette gare que beaucoup de familles vont essayer de trouver les départs de l'international, c'est-à-dire vont se diriger dans d'autres pays de l'Europe, en l'occurrence en Allemagne, dans les villes de Hambourg, Berlin, Francfort. D'aucuns vont quitter aussi ici pour arriver bien évidemment, je crois, dans d'autres villes telles que Paris, telles que Varsovie. Et Landry Tchatchouan, envoyé spécial d'Equinox Télévision, accompagné d'Armel, ici même à Cracovie. Et l'actualité sur le plan local, évoquant cette grève des employés de la société sucrière du Cameroun, mécontents des demandes d'explication adressées à une centaine de leurs collègues. Ils ont donc entamé un mouvement d'humeur, paralysant ainsi le bon fonctionnement des usines Sosucam de Banjok et Kotan depuis une dizaine de jours. Élisée Borba et Aïe Cyril. À l'entrée de la direction générale de Sosucam en Kotan, un gendarme veille au grain. À quelques mètres de là, sur la route qui mène au siège de la Société sucrière du Cameroun, c'est une opération de levée de barricade. À l'aide d'une scie et sous le regard des forces de l'ordre déployées en grand nombre, des gros bras coupent le tronc de l'arbre jeté sur la route. L'ambiance est tendue à Sosucam. Un mouvement d'humeur des employés paralyse le fonctionnement de l'entreprise depuis une dizaine de jours. Le problème a commencé le 23 février au niveau de Nkoten. Nkoten est en grève. Ils ont décidé que nous allons travailler en Nkoten. Et nous, on a décidé que comme Nkoten grève, nous n'avons pas le pouvoir d'y arriver en Nkoten. En plus des barricades posées, des roues ont été brûlées, des véhicules incendiés. Tout serait parti des demandes d'explication adressées à plus de 100 employés de Sosucam. Environ 104 coupeurs ont reçu des demandes d'explication et qu'ils ont jugé que ce n'était pas normal de leur point de vue. Ils ont décidé d'arrêter d'aller dans les champs de canne. Sur l'origine des demandes d'explication, une décision des coupeurs d'arrêter le travail afin de contraindre l'employeur à baisser les tâches qui, d'après eux, se sont accumulées. Face à la témérité des coupeurs, la situation s'enlise. La direction générale consent finalement à accéder aux doléances des grévistes. L'employeur a commencé à augmenter la prime de coupe, la prime C,
qui est passé de 175 pour la première fois à 225 francs. Et jusqu'à hier soir, nous sommes passés de 225 francs à 250. Jusqu'à l'heure actuelle, les camarades coupeurs jugent que ce montant ne leur permet pas de reprendre le travail. Au total, près de 6 résolutions allant de l'annulation des demandes d'explication au paiement d'une prime de fin de campagne évaluée à 15 000 francs CFA pour chaque employé. Mais ces résolutions, affichées au siège de la CSTC, où sont désormais réfugiés les grévistes, ne suffisent pas à convaincre ces derniers. Saisis du dossier, les responsables syndicaux en Mbandjok sollicitent désormais l'arbitrage du ministre du Travail et de la Sécurité sociale. C'est très difficile dans la mesure où nous avons tout essayé pour calmer nos camarades. Nous sommes en train de saisir le ministre du Travail pour solliciter une audience auprès de lui pour présenter cette situation, pour qu'il nous donne le carnaval, la conduite à tenir. Nos tentatives d'entrer en contact avec la direction générale de Sosucam sont restées vaines. Pendant ce temps, les 2 usines de Mbandjok et Nkoten restent paralysées. Dans les plantations, pas l'ombre d'un seul travailleur, mais plutôt des traces de brûlures qui traduisent la colère des employés de Sosucam. Les Camerounais n'en peuvent plus des délestages et coupures à répétition. Malgré les multiples plaintes et coups de colère, on est bien loin d'un retour à la normale. Le gouvernement, dans un communiqué, annonce que des actions seront menées pour mettre fin aux désagréments causés par l'absence d'énergie électrique dans les ménages au Cameroun. D'autres précisions dans ce reportage d'Achille Kamga. C'est une vérité de la palisse que de le dire. L'énergie électrique est devenue une denrée rare au Cameroun. C'est presque un événement d'avoir de la lumière dans son domicile, tant les délestages sont le lot quotidien des ménages et des entreprises, ce qui cause de nombreux désagréments aux populations. Dans un communiqué signé du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, il est indiqué que les interruptions dans la fourniture d'énergie électrique ont pour principale cause la crise hydrologique consécutive au changement climatique qui affecte le monde entier et qui impacte au niveau national la production de plusieurs barrages hydroélectriques, à l'instar de ceux de Menveleu sur le fleuve Ntem et de Lagdo sur le fleuve Benoué. De manière précise, s'agissant du réseau interconnecté Sud, le communiqué de René Emmanuel Sadi renseigne que l'évaluation sur le terrain indique que les délestages sont principalement dus à un déficit conjoncturel de la production d'électricité, caractérisé notamment par une diminution du débit d'eau alimentant les turbines de la centrale de Menveleu. Pour ce qui est du réseau interconnecté Nord, apprend-on, une importante quantité d'eau du barrage de Lagdo avait été utilisée pour faire tourner les turbines de la centrale afin de permettre aux populations de la partie septentrionale de suivre la Coupe d'Afrique des Nations de football. Pour éviter l'assèchement de la retenue d'eau du dit barrage, la société Eneo a dû réduire la production de cet ouvrage de 23 à 9 MW. Conséquence, les ménages sont aux abois, les activités dans les sociétés et entreprises sont aux arrêts ou alors au minimum tournent au ralenti avec des pertes économiques énormes. Face à cette situation, le gouvernement dit avoir instruit plusieurs actions. L'accroissement de la production des centrales hydroélectriques de Sonloulou et d'Edea à travers des lâchers d'eau plus importants au départ du barrage réservoir de Lompangar, dont les débits journaliers passeront de 1100 mètres cubes par seconde à 1200 mètres cubes par seconde. La réactivation de la mise en service de toutes les centrales thermiques du réseau interconnecté Sud, la réduction en soirée de l'alimentation de certaines industries. Pour le réseau interconnecté Nord, le déficit de production de l'électricité sera progressivement résorbé par la mise en service complète des centrales thermiques actuellement en cours d'installation à Guidère. Même si, pour le réseau interconnecté Sud, on annonce le retour à la normale dès la fin du mois de mars, les Camerounais devront s'armer d'une bonne dose de patience pour affronter cette situation. C'est d'ailleurs par cet appel à la résilience que le ministre de la Communication a achevé son communiqué.
Les populations des quartiers Makepe, Misokeb et Panda et ses environs à Douala sont sous la menace des inondations et éboulements de terrain. Ces risques d'une éventuelle catastrophe naturelle font suite aux travaux de remblage effectués sur un lac artificiel au parc Vita de Douala. Interpellé le maire de la ville, met en garde les principaux initiateurs de ce projet, les invitant à libérer le site avant de graves représailles. D'autres précisions dans ce reportage de Dani Warren 2, Éric Florent Watat et Martin Abanda. Les consignes du maire de la ville de Douala sont claires et fermes au sujet de l'occupation illégale de l'emprise du parcours Vita. Les auteurs de cette fourberie ont jusqu'à 72 heures pour cesser leurs activités et déguerpir des lieux, faute de quoi la mairie se verra dans l'obligation de saisir tout engin sur ce site et parquer à la fourrière municipale. Il a également déclaré que les conseillers impliqués dans cette affaire vont écoper d'une sanction sévère à l'issue de la prochaine session du conseil. Nous allons reconstruire les barrières et ceux qui s'amuseront encore à les détruire ou à passer par derrière pour faire des remblais en seront pour les frais. Le maire est revenu repréciser un certain nombre de choses. Il implore ceux qui sont en train d'investir dans le parcours Vita de retirer leurs investissements au plus proche, les arrêter. Parce que bientôt, il va procéder à leur destruction parce que lui ne peut pas donner. Laisser le don du chef de l'État péricliter entre des mains égoïstes, des gens qui pensent que tout est pour eux et rien pour la République. Ces déclarations ont été évoquées lors d'une réunion d'information et de concertation avec les populations de Douala 5e au parcours Vita de Douala. On rappelle des faits. Le parcours Vita, depuis quelques mois, connaît un intense chantier de remblayage sur son lac artificiel et sa mangrove. Une activité rendue favorable en raison de la saison sèche où le cours d'eau tarit. Nous avons essayé d'entrer en contact avec le principal concerné de ces travaux, le grand conseiller Salomon Chobni. Il nous enverra voir ailleurs, tout en nous indiquant avoir un titre foncier sur ce marécage. Une première sommation de la mairie sera servie en novembre de cette année et le site scellé. Malgré cela, le sieur Chobni va outrepasser ses décisions, libérer le site des scellés et continuer son activité. Une activité pourtant qui draine des risques environnementaux importants tout en mettant en danger de mort les populations des quartiers riverains. Lorsqu'il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'herbe, il y a ce qu'on appelle le réchauffement de la terre. Il y a les éboulements, il y a les inondations. Au lieu de développer la biodiversité, on détruit plutôt pour avoir quoi? Rien du tout. Dans les bassins qui arpentent le parcours Vita, certains ont eu des titres fonciers. Oui, c'est vrai. Mais maintenant qu'il y a eu la DUP depuis un certain nombre d'années, ceux-là doivent savoir que le parcours Vita, c'est depuis 1985. Donc si vous avez donc un titre foncier qui date de 2022, sachez donc que c'est un titre foncier qui a des nuls effets. Également sur la table des discussions, le problème des constructions sur les drains appartenant au domaine public. Le cas le plus palpable est la barrière reconstruite en face du parcours Vita. Celle-ci empêche l'écoulement des eaux usées et crée des inondations. Pour ce cas, Roger Mbassandine a instruit la démolition dans les plus brefs délais. Afin d'amoindrir les dégâts que pourraient créer les prochaines pluies, le maire entreprend l'aménagement d'un drain dans cette zone de Makepe. Ce qui concerne les travaux d'aménagement du drain Nîmes, la déclaration d'utilité publique couvre la zone partant du parcours Vita pour la vallée Apisport. Donc c'est sur un linéaire de 1 km. Les travaux vont porter sur l'aménagement d'un canal de 8 mètres de large et 2 mètres de haut, avec de part et d'autre des voies sur berge qui auront une largeur de 10 mètres. Les nouvelles semblent plutôt bonnes pour l'ensemble des populations. Reste plus qu'à attendre les réalisations avant que ne survienne le pire.
Et dans la région de l'extrême nord, comment mettre fin durablement au conflit intercommunautaire entre Arabo-Choa et Mosgoum? Le programme de développement rural intégré du Logon et Chari se dote d'un budget de près de 8 milliards de francs CFA pour faciliter les activités agro-pastorales et satisfaire les besoins des près de 6 000 habitants. Amadou Daïrou et Jean-Paul Chuniat. D'une superficie de 12 133 km², le département du Logon et Chari subit d'année en année les effets du changement climatique et les conséquences d'une poussée démographique à l'origine des conflits récurrents entre Arabo-Choa et Mosgoum. Vous voyez la crise que nous disons là, c'est la pauvreté. Les terres sont devenues rares, les populations ayant doublé, la conquête de l'espace est devenue un problème. Face aux récents événements meurtriers qu'a connu ce département, causant des dizaines de morts, blessés avec 15 000 déplacés internes et plus de 85 000 réfugiés au Tchad voisin, le programme de développement rural intégré du bassin du Chari-Logon se penche sur la résolution durable de la cohabitation tumultueuse entre éleveurs et cultivateurs, en aménageant des infrastructures propices à la pratique des activités agro-pastorales. Le PDRI, vous savez, c'est un projet qui s'adresse aux préoccupations des paysans, agriculteurs et pêcheurs. Donc, il vient à point nommé, compte tenu des difficultés que nous connaissons. Pour l'exercice 2022, le PDRICL vient de se doter d'un budget de plus de 7,5 milliards de francs CFA pour ses activités. Le budget, c'est autour de 7,6 milliards. Et les priorités sont essentiellement orientées vers les infrastructures routières, des désenclavements, des infrastructures d'aménagement, on fait des aménagements hydro-agricoles et des infrastructures d'accompagnement des structures sociales comme les salles de classe et les centres de santé. Sortant d'une période mouvementée, ce nouvel exercice apparaît en lueur d'espoir pour tous les producteurs agro-pastoraux du Logon et Chari. Quand le producteur a à manger, l'éleveur se sent à l'aise, d'où vient le conflit? Il n'y aura pas de conflit. L'Alliance, nous demandons à l'État d'intervenir pour qu'il y ait toujours la paix, pour que le producteur vague normalement à ses occupations. Et pour sortir définitivement ces communautés de la précarité et la pauvreté, le programme PDRICL entend surtout renforcer les capacités des producteurs dans la gestion autonome de leurs équipements et leurs activités. C'est avec ce reportage que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La suite, c'est en langue anglaise avec vous, Immaculée Fogui. Exactly, Nadine Yambo. Once more, good evening, ladies and gentlemen. Thank you for staying with us on the second part of the news in the English language. A building and some warehouses in the locality known as Kamiabas in the Douala 2 subdivision have been reduced to ashes, though the occupants of the building were away at the time when the fire started. Enormous material damages were incurred. Larry Mala visited the site where the fire occurred and now reports. Smoke still emit from the building and the warehouse. It was a fire incident that occurred Friday night. Fortunately for the owners of the warehouse and the occupants of the building, the inferno happened in their absence. No life was lost and no injured persons. Several material damages were recorded. Tout de 22h, mon grand frère m'appelle. Dit, petite sœur, la maison est en feu. Là, je me déporte. Malheureusement, la flamme était très forte. Cela a pris la maison, a pris chez le locataire et le magasin. Tout s'est allé en fumée, comme vous voyez là. This lady, an occupant of the building, says she only received a phone call from the brother that the house was on fire. She says a lot of valuable materials have been lost. As the victims of this incident pick up their remains, the cause of the fire remains unknown. And still on our human interest page, security forces have arrested a 28-year-old lady who allegedly burns her son to near death. The incident occurred in Bafoussam, chief town of the West region of Cameroon. Greater details with Smart Chikan Gabriel. 5-year-old Simo in pains on a hospital bed in Bafoussam, West region of Cameroon. Simo is in pains as a result of his mother
Mefire Bernadette, who poured hot water on him while he was deep asleep. She had at one time used a knife in cutting the fingers of little Simo. We took her to the chief's palace, but the case died down. Now I'm home. She boiled water and threw on the child's body when he was sleeping. She is a very wicked woman. Let the government do something about her. Worst of it is that she is telling lies that the child got himself dirty after he was sent for an errand. This disheartening incident occurred at the Tougan neighborhood in Bafoussam when the father of little Simo, Kwayeb Marcel, wasn't around. It was a passerby who came to alert me that my wife has poured hot water on the body of the child, and security forces have come to take her away to save her from the hands of the angry population. When I arrived home, I saw the horrible situation of the child and was speechless. The last time she touched the child, the quarterhead said if it repeats itself again, she will be locked up. Battu sur l'enfant, on est allé même chez le chef de quartier parce qu'elle a battu sur l'enfant. Raison pour laquelle on a refusé, le chef de quartier qu'elle ne tape plus à jamais sur cet enfant. À ce qu'on a fait sur écrit, que si elle tape encore sur cet enfant, on va l'amener en haut. The behavior of Mefire Bernadette has been condemned by neighbors and close relations. Since many know her to be a Christian, it was thanks to the intervention of the public security officers that the life of the 28-year-old Mefire Bernadette was saved from the hands of the angry population waiting to lynch her. An urgent contribution was done immediately by the population of Tougan neighborhood in order to rush little Simo, who had second-degree burns on the body, to a hospital facility for treatment to commence. And we'll leave the chief town of the West Region, Bafoussam, to now take you to Limbe, precisely in the southwest region of Cameroon, where Paul Mbola Fome is the new city mayor of Limbe. He was voted in the course of an extraordinary council session held yesterday for the demise of the former city mayor, Andrew Mutanga Mojimba. Our reporter Davison Maimo closely followed up that election and now reports. Case for the city mayor of the Limbe city is all over. Paul Ngale has been unanimously elected or voted by the councillors of the three sub-divisional councils of Limbe. And this follows a very tight program where, of course, it started about 8 a.m. in the morning with series of meetings and series of agitation from the councillors of the three sub-divisional councils. In fact, the big names that we are expecting to show up, we are having vital information that some of those names were suppressed by the Central Committee of the ruling CPDM party, since it is a CPDM-run council. And of course, right behind me here, the deliberative chambers of the Limbe City Council, it is actually where the election took place. And here we actually got about 4 candidates who actually were nominated. And later the session was paused by the Senior Divisional Officer of FACO in Gamba, Emmanuel Odu. And after discussions with the Central Committee members, the 3 other candidates actually declined and, of course, pushed their vote forward for Paul Ngale, who, of course, emerged victorious. He is a very young man, and, of course, he's a councillor within the Limbe 2 Council. He's a master's student in the University of Boya. And, of course, apart from that, he's equally a young man before getting to the university, has been in a vocational training course. That to say, he was a radio and TV repairer then before he furthered his education. He has been in the party as old as his age. That is to say that he started in the party as young as possible, as you can imagine. And of course, he grew through the party. And probably that is why the Central Committee deemed it very necessary. But nevertheless, there are some agitation from some councillors who, of course, feels that they have been cheated in the sense that Paul Ngale happens to be the brother of the chief, who is the mayor of Limbe 2. And of course, some councillors sees it going to the family. But there are others who are arguing the very fact that it's not about family. It's all about what they have done for the party and what they are capable of doing. And so as it stands, Limbe now have a new city mayor in the person of Paul Ngale. And of course, this is where he'll be coming out here, where the population you can find right here
within the Limbe City Council, security forces, there present, and of course everyone present waiting to receive the new city mayor of Limbe after the demise of Andrew Mutanga Munjimba, who of course was at the helm of the city council for more than a decade. We are expecting to see his vision and of course his mission as far as the city council is concerned. Don't forget he's going to be having just about 3 years to be at the helm of the city council. Nevertheless, Limbe, as it stands, now have a new city mayor. In the person of a youth, Paul Ngale is a new city mayor of Limbe. Our Limbe-based correspondent Davison Maimo reporting that. And away from that, an inter-regional workshop to popularize the state municipal plan contract was organized in the city of Douala. The workshop, which was initiated by the Ministry of Planning and Regional Development, drilled mayors on different strategies on how to manage the projects of their councils, and all this to accelerate decentralization. More with Glory Mala. Limited finance and insecurity. These are some challenges faced by municipal authorities in the execution of projects in the southwest region of Cameroon. I want to say that the difficulties that we are facing are based on the difficulties in the award of projects. In the southwest region, our biggest worry presently is the availability of finances to realize projects which have been given to the southwest. We have difficulties in internal collection of revenues. In order to accelerate decentralization process in this region, an inter-regional workshop to vulgarize the state municipal plan contract assembled different mayors of the littoral and southwest region in Douala. These to edify the mayors on strategies of project realization in their municipalities. We are hoping that this workshop and the ministry should focus on road infrastructure, because that's our major difficulties on the field. Besides the security challenges, we do not have roads, we do not have electricity, because if we have to impact the lives of the population, we need to think of transformation, and we cannot transform without energy. A workshop organized by the Ministry of Planning and Regional Development saw the presence of government officials, the Douala City Mayor and the Senior Divisional Officer for the Wuri. Benjamin Butu added that the workshop is beneficial to the mayors, who will in turn satisfy their population. This workshop here in Douala, and it is why I say that the council have to profit to beneficial to this workshop, because it is important for them and to ameliorate the life of condition of the people. The government is expected to work together with the local councils for the development of their local territory and the country as a whole. Estimates that 360 people have been displaced by the conflict ongoing in Ukraine. Several persons are now seeking refuge in Poland, with others heading to Hungary, Moldova and Romania. Since the beginning of Russia's invasion of Ukraine on February 24th, more than 150,000 refugees have crossed into Poland. And right now, our reporter on special assignment in Poland, Landry Chachwang, spoke to some volunteers in Poland who are currently taking care of some Ukrainian refugees. Take a listen to these volunteers in this excerpt. So we are in the train station in Krakow. The city of Krakow, the government made here the point for Ukraine, to help Ukraine. So we're trying to find the place for sleep to every person who coming to us. It's not depends. This is a person from Ukraine, have a passport from Pakistan, Uzbekistan, different country. Our government trying to find the place for everyone who are coming here. We offer hot food, we offer coffee, tea, water, sweets for children, the place to stay on the train station if people need it, medical care. To help refugees and guiding them how to, arrange some basic stuff like accommodation, transportation. We help them with navigating around this area, and also we're trying to provide like basic stuff for
blankets, food, coffee, tea, beverages, and so on. Newscast on AKNOX Television. Thank you so much for your attention. Have a blessed weekend. The company of more programs on TV. Immaculée Fogwe, fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.